fin de ce journal. Sachez, avant de le refermer, que France 24 déplore l'annonce des autorités maliennes de suspendre la diffusion de RFI et France 24 dans le pays. France Média Monde qui dit prendre acte aujourd'hui et qui rappelle son attachement à la liberté d'informer et au professionnalisme, bien sûr, de ses journalistes. Pourquoi les nouvelles autorités ont tendance à interdire la diffusion de médias étrangers sur leur territoire? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Avant de répondre à cette question, nous devons premièrement comprendre ces principes. Dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Afin d'appuyer cette thèse, il suffit de remarquer, pour ne pas partir très loin dans l'histoire, les réactions qui sont affichées dans le monde politique quant aux récentes crises qui impactent de manière directe ou indirecte le monde et comment les médias traitent ces actualités. Being honest about the fact that there have been civilian casualties and that there likely will be more, because that's what war is. It's brutal, it's ugly, it's messy. It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. Il s'agit de la reddition, puisqu'on parle du Hamas, de dizaines de miliciens du Hamas. Et voilà la façon dont ça s'organise. Je rappelle que ce sont des images fournies par l'armée israélienne, les médias israéliens plus exactement. On voit ces hommes accroupis, déshabillés. Alors on comprend qu'il s'agit de s'assurer qu'ils n'ont pas sur eux de charges explosives, qu'ils ne menacent personne. These are really shocking images and footage that's emerged as well that show dozens of Palestinian men forced to strip to their underwear, crouching in the streets before they're taken away in military vehicles. Est-ce qu'on est là simplement dans un traitement habituel de prisonniers dont on veut s'assurer qu'ils ne constituent pas une menace? Oui. C'est la question que je vous pose. Oui. 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 C'est mal à comprendre ce qui vous choque. Non, je dis pas que je suis choqué. We've located these images to Beit Lahiya, which is in the north of the Gaza Strip, and we're told that this followed a raid, an Israeli raid on a UN school nearby where people had been taking shelter during the war. Donc là, c'est quand même des combattants du Hamas, c'est comme des terroristes, peut-être qui ont participé au pogrom du 7 octobre. Oui. On peut penser, Dominique, que les otages israéliens à Gaza sont traités beaucoup plus durement que ne le sont ces prisonniers. Israel hasn't commented directly, but it says that the people it's detaining are terrorism suspects. It takes them away for interrogations. Est-ce qu'avec ces images, Israël aussi affiche le fait que l'opération porte ses fruits avec la reddition de dizaines de miliciens? We do know that one of the detainees is a journalist, a man who'd been sheltering in that school. He works for a London-based Arab newspaper. Non, mais c'est important de donner toutes les explications. Ceux qui nous regardent ne savent pas forcément. Et on n'est pas habitué à ces images de guerre. Maintain again that Israel has a right and indeed an obligation to defend itself. Autocrats only understand one word: no, no, no. No, you will not take my country. No, you will not take my freedom. No, you will not take my future. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Aujourd'hui, on peut parler de deux poids, deux mesures que tout le monde peut remarquer. Mais en réalité, cela n'existait pas seulement aujourd'hui. C'est l'ironie du sort qui a fait que les deux guerres puissent éclater presque au même moment afin de remarquer ces deux poids, deux mesures de manière si palpable. D'un côté, on parle de la défense de la liberté et de l'autre côté, on parle du droit à la défense d'un pays. Cependant, on veille à ce que l'autre pays ne reçoive aucun soutien de ses alliés. Nul n'est besoin de présenter un camp tout en blanc ou en noir, comme l'a dit Obama sur cette guerre, puisque ce n'est pas notre sujet pour aujourd'hui. On peut alors se poser la question de savoir quel est le rôle véritable des médias. Les grands médias qui arrosent l'Afrique, CNN, BBC, France 24, CCTV, I24 ou I24, Al Jazeera. Quelle est la mission de ces organes? Leur mission, c'est... j'ai oublié Russia Today, parce que c'est très important Russia Today. Leur mission, c'est de
nous faire admettre, inculquer en nous leur pensée. Et vous savez, lorsque vous arrivez à penser comme l'autre, tout de suite, vous devenez inférieur. Vous n'existez plus. On ne s'en rend pas peut-être compte, mais la vérité est que les médias sont des instruments d'influence qui ne nous disent pas forcément la vérité et parfois déforment cette vérité selon les intérêts de chaque média et de ceux qui financent ces médias. J'aimerais que vous puissiez suivre cette partie de l'intervention de M. Abdoulaye Diop afin de mieux comprendre les enjeux qui se jouent sur cette question. Notre pays est aujourd'hui la cible d'attaques informationnelles. Et les sommes plus importantes sont aujourd'hui investies pour pouvoir faire dérailler ce qui se joue aujourd'hui au Mali, parce que tout le monde comprend que ce qui se joue au Mali aussi a un impact sur pratiquement peut-être ce qui est en train de se jouer dans le continent en entier. Autant nous, Maliens et nous, progressistes, souhaitons que l'exercice qui se joue ici se passe bien, autant d'autres investissent pour faire en sorte que cet exercice ne puisse pas aller loin, parce que nous devons comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de confrontation et que la colonisation est terminée officiellement, mais nous sommes dans un monde encore où il y a des enjeux géostratégiques et géoéconomiques extrêmement importants. L'Afrique est un enjeu, le Mali est un enjeu, et certains seraient même heureux de vider nos pays des populations pour pouvoir prendre les ressources qui y sont. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants de contrôle. Donc l'information s'inscrit dans le cadre de ces objectifs et de ces desseins, de pouvoir perpétuer la domination, de pouvoir perpétuer aussi des politiques hégémoniques. Et pour arriver à cette fin, il faut diaboliser, il faut manipuler, il faut déstabiliser les pays. Donc dans le cadre de cette guerre informationnelle aussi, il y a lieu de comprendre que c'est vrai qu'il y a des médias qu'on appelle les médias classiques, qui ont aussi une certaine crédibilité, donc des médias modernes, mais il y a une constance aujourd'hui que l'information est une matière fondamentale des relations internationales. C'est un instrument d'influence, c'est un instrument de puissance, un instrument de positionnement géostratégique ou géoéconomique, mais c'est aussi un instrument de contrôle et de domination. Parce que dans le passé, on avait peut-être besoin d'envoyer des armées dans les pays pour pouvoir les contrôler, mais aujourd'hui, on contrôle par l'esprit. On n'a pas besoin d'envoyer une armée. Donc on peut avoir une armée projetée au Mali qui se bat pour d'autres intérêts, qui ne sont même pas des gens que nous pourrons identifier, qui sont nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues. Donc ça, il faut que nous soyons vraiment conscients de ça. Il s'agit essentiellement de politique de domination. Aujourd'hui, juste un des exemples, c'est que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias, donc des États infréquentables ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays et même pour pouvoir préparer l'opinion demain. Si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Je crois que vous voyez aujourd'hui même le fait que certains décident que bon, on décide d'appeler certains gouvernements juntes et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms, c'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir aussi attaquer ceux qu'on n'aime pas parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter. Après eux, on appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. Donc tout ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul. On n'est pas obligé de faire ce mimétisme et de répéter parce que tout ça, c'est fait pour pouvoir nous préparer à pouvoir dessiner une réalité qui n'est pas vraiment la réalité que nous vivons. Il est vrai que quand on était jeune à l'époque, tout ce que la radio disait,
était par définition parole de Dieu, parole d'évangile, parole de Coran, et c'était vrai. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'une radio est un outil, un instrument. Il faudra que nous-mêmes nous réfléchissions. Derrière la radio, il y a qui, il y a quoi. Nous voyons aujourd'hui des pays qui mettent pratiquement leurs diplomates en mission pour avoir vraiment une politique offensive, agressive, qui investissent des milliards. Quelqu'un disait tout à l'heure quand on était dans la salle que le budget de BBC dépasse le budget de certains États. Pourquoi ces pays investiraient autant d'argent? Pas pour informer leur population, mais pour informer des populations qui sont à l'extérieur de leur propre espace. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui, ce sont des médias d'État qui sont mis en mission pour renforcer cette désinformation. Et nous avons vu aussi que la désinformation peut aussi prendre des formes solennelles. Nous nous rappelons de cet ancien général américain, pour ne pas le citer, qui est parti devant le Conseil de sécurité avec une petite bouteille de fiole qui a montré que l'Irak possède des armes de destruction massive. Ce pays a été détruit sur la base de cette évidence que nous avons vue de nos yeux, mais qui n'était pas une évidence. C'est pourquoi dans la désinformation, faisons extrêmement attention à ce que nous voyons, parce que les yeux ne doivent pas voir dans l'information. C'est l'esprit qui doit voir. Or, la manipulation nous amène à croire ce que nous voyons. Mais tout ce que nous voyons n'est pas réel. Et ce jour-là, le monde entier était convaincu que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Ce pays a été bombardé, détruit. Toute la région a été déstabilisée. Plus de 20 ans après, il n'y a pas de paix dans ce pays. Et personne n'assume cette responsabilité. Pourtant, nous avons tous applaudi quand il y a eu l'intervention parce qu'on était convaincus qu'on a enlevé un tyran, on a enlevé... Plus près de nous, quand il y a eu les incidents à Moura, mais on nous a sorti des images de je ne sais où. Parce qu'encore une fois, pour que les Maliens y croient ou que les partenaires y croient, il fallait l'objet du crime. Et il fallait des images. Et on a fabriqué des images pour essayer de convaincre le monde qu'il y a eu massacre à Moura. Mais tout le monde savait que c'était absolument faux. D'ailleurs, c'est parti comme ça puisqu'il n'y avait pas de base. Des ONG ont été payés, des individus ont été payés, des gens qui sont assis à Bamako ont témoigné. Mais c'était du faux. Mais aujourd'hui, il y a un pays où il y a un vrai massacre où personne ne parle. Des dizaines de milliers de personnes tuées. Et on regarde ailleurs. C'est là, donc il s'agit bien évidemment d'une guerre. Cette guerre-là, elle est beaucoup plus... Il y a un affrontement réel, mais elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus sournoise, mais même beaucoup plus nocive quand même, malgré tout, quel que soit l'angle sur lequel on peut l'observer. C'est vrai que la gestion de l'information en temps de paix déjà, elle n'est pas neutre, mais vous vous imaginez si on gère l'information en temps de guerre, ça devient le prolongement du conflit. Juste un exemple, juste dans le label, souvent on ne fait pas attention. J'ai parlé de junte, mais en Argentine aussi, quand il y avait le conflit là-bas, bon, on voyait qu'il y avait deux images. Certains, soit ils appelaient que c'est un conflit qui concerne les îles Falkland, ou bien qu'on appelle que c'est les îles Malouines. Dans les deux cas, il y a une définition politique qui est derrière. Il y a notre perception, comment nous comprenons le conflit argentin. Donc, dans chaque chose, il faut pouvoir vraiment nous-mêmes avoir notre définition de la question. C'est la même chose en Palestine. Quand on regarde les médias, on a l'impression qu'on parle de deux réalités différentes. Que d'un côté, ceux qui sont les champions de la défense des droits de l'homme, moi je pense que si un enfant palestinien est tué, un enfant israélien est tué, c'est une catastrophe pour l'humanité. Mais on a l'impression que certains sont des êtres humains, d'autres sont des animaux. Et parce qu'on justifie que tel groupe sont des animaux, parce que si on les tue, ça ne représente rien. Et on voit que c'est totalement, c'est pas des principes.
de dire que oui, nous devons défendre la vie humaine, des gens se battent souvent pour leur territoire, etc. Nous devons pouvoir vraiment être conscients de cela. Donc il y a cette politique de 2 poids, 2 mesures, et c'est pourquoi aussi on a même dû interdire certains médias, parce que ces médias étaient des instruments d'un pays qui a perdu pied ici. Parce que le Mali n'est pas contre la liberté de la presse ou quoi que ce soit. Mais si on devient des agents de l'étranger, des agents d'une politique de déstabilisation ou des agents pour pouvoir diviser un pays, là, il ne faut pas aussi que nous puissions nous asseoir pour pouvoir les regarder parce qu'ils sont sortis de leur rôle à partir de cet instant. Donc, il devient évident que ce sont des instruments de déstabilisation que nous n'allons pas pouvoir accepter et auxquels aussi nous devons pouvoir réagir. Parce qu'il y a certaines puissances qui sont encore, comme je l'ai indiqué, dans une approche de domination, de contrôle de nos pays. Face à cela, il nous faut premièrement promouvoir nos médias, les médias africains, parce que ce sont ces médias qui peuvent raconter vraiment la réalité de l'Afrique. Que nos chefs d'État, leaders africains, à la place de donner des informations de premier plan, qui parlent parfois des Africains aux médias étrangers, il est préférable que les informations de l'Afrique puissent premièrement être racontées par les médias africains. C'est pour éviter l'aliénation et l'instrumentalisation. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez notre chaîne et ce type de vidéos.